J'ai connu un mec avec un QI de 160, un docteur en informatique. Il pouvait résoudre des problèmes mathématiques que 99% des humains trouvent impossibles. Il était complètement incapable de garder une relation, de négocier avec son boss ou de lire ce qui se passait dans une pièce. C'était un génie, d'accord? Ça, on va pas se le cacher. Mais en même temps d'être un génie, c'était aussi un idiot. Et personne ne lui en avait jamais parlé. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pourquoi on a créé un système qui valorise l'intelligence à outrance et qui a laissé tomber la sagesse. Et pourquoi ça peut être la pire erreur éducative des 100 dernières années. Et si ce qu'on valorise le plus, l'intelligence brute, le QI, les notes, c'est exactement ce qui ne te rend pas sage. Salut à toi, c'est Samir avec Julien et aujourd'hui on va déconstruire un mythe qui t'a été vendu depuis le primaire. À la fin de cet épisode, tu vas comprendre 3 choses. La première, la différence radicale entre intelligence et sagesse, et pourquoi c'est pas du tout la même chose, c'est même souvent l'opposé. En deuxième, comment on a transformé l'éducation en machine à produire des génies égoïstes et des idiots diplômés. En troisième, comment recultiver la sagesse pratique dans un monde qui l'a oublié. On va parler d'Aristote, de psychologie moderne, de neuroéducation, et on va te montrer pourquoi les plus intelligents prennent les pires décisions, et on va te donner des outils concrets vieux de 2000 ans qui changent tout. C'est une époque excitante et troublante à la fois. Promis, tu repars avec de l'or en barre. Alors voilà la vraie question qu'on va explorer. Pourquoi est-ce que la société valorise l'intelligence mesurée, testée, quantifiée et ignore la sagesse? Parce que c'est ça le mystère. On sait depuis les anciens Grecs que la sagesse est plus importante que l'intelligence brute. Mais on a construit un système entier basé sur du flanc. Et les conséquences sont partout. On se retrouve avec des CEO intelligents qui prennent des décisions catastrophiques, des parents brillants qui détruisent leurs enfants intellectuellement, des coachs de développement personnel avec un coaching personnel qui s'effondre et qui fait s'effondrer les clients au passage. Et la question ici qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais avant d'arriver justement à ce point, il faut qu'on pose les vraies définitions. On est en décembre 2019. Je suis à Montréal, je suis assis avec un de mes clients. Il s'appelle Mathieu, il a 38 ans. Il est docteur en informatique. Le mec, il est brillant. Hein. Et je dis pas ça à la légère. Je veux dire, c'est le gars le plus intelligent probablement que j'ai jamais rencontré. Il me raconte qu'il vient d'être viré. C'est sa 3e job en 4 ans. Et c'est toujours pour la même raison. De l'insubordination, de l'arrogance et du refus de collaborer. Je lui demande ce qui s'est passé cette fois. Et il me dit, en fait, mon directeur technique a proposé une architecture pour le nouveau système. Et c'était inefficace. Mathématiquement, c'était nul. Donc je lui ai dit, en réunion, devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Rien, il s'est juste fermé, mais c'était faux en fait. C'était faux ce qu'il a dit. Et personne n'avait le courage de le dire. Donc, je l'ai fait. Et là, j'ai compris. Ce mec ne souffrait pas d'un manque d'intelligence. Il souffrait d'un excès d'intelligence parce qu'il manquait de sagesse. Il pouvait voir que le système était inefficace, c'est vrai, mais il ne pouvait pas voir que son boss avait passé 18 mois à construire cette architecture et que son ego y était attaché. Qu'humilier quelqu'un publiquement, ça crée des blessures profondes et pas juste des correctifs sur un projet. Il pouvait pas voir les gens, il pouvait voir que les systèmes. Alors je lui ai dit, Mathieu, tu sais ce que la sagesse aurait dit? Bah non, quoi? La sagesse aurait dit ça. Je vois un problème, mais c'est pas le moment de le signaler comme ça. Après la réunion, dans le bureau en privé, avec tout un tas de données collectées, pas de jugement, j'en aurais parlé. Et ça, Mathieu, ça s'appelle lire une pièce. Savoir reconnaître ce qui se passe dans l'espace social autour de toi. Et ça, c'est une intelligence différente. Ouais, mais j'aurais été malhonnête. Non, t'aurais juste été respectueux. Il y a une différence entre honnêteté et sagesse. Honnêteté, c'est dire la vérité. La sagesse, c'est savoir quand et comment la dire de manière à ce qu'elle soit entendue et reçue. Et là, en fait, il me regarde et je vois le moment où ça clique à l'intérieur. Je pensais que intelligent et bonne décision, c'était pareil. Non, pas exactement. Merci Julien pour cette histoire par rapport à ton client Mathieu. Et moi j'ai envie d'aller un peu plus loin. Tu disais que Mathieu était brillant analytiquement et qui pouvait
C'est voir des choses que les gens ne voyaient pas par rapport à ses connaissances, etc. Mais qu'il n'avait pas d'intelligence relationnelle au final. Il avait des difficultés à créer des relations avec les autres personnes. Ouais, exactement. En fait, c'est le paradoxe qui est au centre de notre propos aujourd'hui dans ce podcast. C'est imagine un peu un chirurgien qui est brillant, qui peut faire de la chirurgie vraiment à un niveau le plus complexe du monde, mais qui crie après l'infirmière après ou pendant une opération. Techniquement, le gars, il est brillant ou la nana est brillante. Mais humainement, c'est juste un désastre. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde autour va souffrir de ça. L'intelligence analytique, c'est comme avoir un scalpel qui est incroyablement tranchant. La sagesse, c'est savoir où est-ce que tu vas placer ce scalpel et avec quelle force tu vas exercer une pression et que tu vas l'utiliser. On peut avoir un scalpel brillant et les mains qui tremblent. Et là, c'est un vrai désastre si ça se produit. Alors Julien, j'aimerais te poser une question pour nos auditeurs, parce que comme tu le sais, moi je connais la réponse, j'ai le script devant mes yeux. Mais on a préparé le podcast ensemble. Comment est-ce qu'un gars avec un QI de 160 ne peut pas simplement utiliser son intelligence pour être sage? Pourquoi est-ce que les deux Ouais. choses sont pas forcément corrélées? Ouais, et peut-être que toi qui nous écoutes ou nous regardes dans cet épisode de podcast, c'est peut-être une question que tu te poses aussi, parce que tu connais probablement des gens qui sont intelligents sur certains points, mais qui peuvent être vraiment, allez, on va dire désappointants sur d'autres sujets. Fait que le fait est que l'intelligence et la sagesse, en gros, ça vient pas du même endroit du cerveau. Et ça, on le sait depuis un petit moment, puisque c'est Robert Sternberg, dans les années 90, qui était psychologue à Yale et qui était spécialiste des intelligences multiples. En fait, il a découvert ce qu'on teste dans les écoles. Ouais. Et on va parler un peu de ses travaux. Robert Sternberg, il identifie 3 types d'intelligence. Et c'est important que tu comprennes la différence. Il y a l'intelligence analytique. Elle permet de résoudre des problèmes, d'analyser, de décortiquer, de trouver des liens. Et c'est celle qu'on teste avec le QI. C'est celle qu'on récompense à l'école. Tu mémorises, t'assimiles et tu régurgites. Ça marche très bien pour des tests standardisés, pour des sciences telles que les maths, la physique ou les questions auxquelles on a déjà répondu par le passé. Mais par contre, ça marche pas avec les situations nouvelles, avec les dilemmes de la vie ou avec les autres humains. Dès que quelque chose est nouveau, ben en fait, ce type d'intelligence ne fonctionne pas. D'accord? Ensuite, il y a l'intelligence créative. Elle permet de générer des solutions nouvelles, d'imaginer des possibilités et les tests standardisés ne le mesurent pas. Généralement, les écoles la mettent de côté et ne lui donnent pas, en fait, la valeur qu'elle mérite. Et pourtant, c'est celle-ci qui crée l'innovation. Un mathématicien analytique, c'est celui qui va appliquer les lois connues. Un mathématicien créatif, c'est celui qui va créer des lois, de nouvelles lois. Et il utilise littéralement différentes parties du cerveau. Je vais amener une nuance quand je dis de nouvelles lois, parce que les lois existent déjà, les lois mathématiques existent déjà, mais parce qu'il Mhm. arrive à penser en dehors de la boîte, à sortir Mhm. des sentiers battus, en fait, il a cette capacité d'aller découvrir de nouvelles choses. Maintenant, on va partir sur la troisième intelligence, c'est l'intelligence pratique. Elle est aussi appelée la sagesse, la phronésis ou l'intelligence contextuelle. C'est la capacité à appliquer tes connaissances dans le monde réel, avec les vrais gens, dans des situations compliquées, où les réponses ne sont pas claires, où il y a besoin de nuances. Et ce qui est fou, c'est que ces trois intelligences sont pratiquement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir 150 de QI, être brillant analytiquement et malheureusement avoir zéro sagesse. Tu peux avoir un QI moyen et une sagesse extraordinaire. Et malheureusement, moi, ce qui vient me faire réagir, c'est qu'on ne teste que l'analytique. D'accord? Et on dit à quelqu'un, tu es intelligent si tu es bon analytiquement. Et on oublie les deux autres. Et j'irai même plus loin, Julien, c'est que Mhm. l'école, elle favorise ce type d'intelligence. Et tous les autres, là, tous ceux qui sont Mhm. pas dans cette case, en fait, on va les mettre de côté. Et c'est pas pour rien que tu te retrouves parfois avec des enfants qui sont au fond de la classe, d'accord? Mhm. Qui ont des capacités extraordinaires, qui ont des talents extraordinaires, mais qui malheureusement sont mis au banc du système. Et rapidement, tu sais, en une ou deux phrases, Julien, je pense que tu connais cette personne, mais j'ai travaillé avec une personne qui avait un QI hyper élevé, qui était Mhm. en avance sur son temps, qui était super intelligent, d'accord?
Mais par contre, je me rappelle, j'avais travaillé avec lui sur le lancement d'un projet. Le projet, il avait beau être révolutionnaire, le projet avait beau être de nécessité, je pense, publique, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Bah, il Mmh. était super intelligent, il était super brillant, mais par contre, il manquait énormément de sagesse. Et je pense sincèrement que c'est ça qui a bloqué le projet pendant un certain temps. Et c'est pas Mmh. un jugement, c'est pas une critique vis-à-vis de lui, mais c'est aussi pour dire que parfois dans une entreprise, on a besoin aussi de ces différentes intelligences. Et un projet ne doit pas être drivé que par quelqu'un qui a l'intelligence analytique, mais qu'il doit Tout à fait. s'épauler de personnes qui ont la sagesse et au-delà de s'épauler, parce que s'épauler, Mmh. c'est bien, mais leur faire confiance et ne pas être dans le contrôle. Ouais, tout à fait. Bah, je vois effectivement de qui tu parles et tu vois, ça me fait penser à autre chose. C'est que je passe beaucoup de temps dans le milieu entrepreneurial. C'est un domaine que j'affectionne particulièrement. J'aime rencontrer des entrepreneurs, j'aime décoder leur manière de penser, de décider, de choisir, de se positionner. C'est une vraie passion. Et le truc, tu vois, c'est que je partage ce point de vue profondément avec beaucoup, en fait, d'entrepreneurs, qui est que, bah, tu vas avoir des gens qui vont suivre des hautes études, soit faire des écoles de commerce hyper reconnues mondialement, qui vont faire des masters, parfois même des doctorats dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui, finalement, finissent salariés, ne n'ouvrent jamais leur boîte. Il y a énormément de personnes qui vont passer un MBA, donc un Master en Business Administration, qui sont, en fait, formés techniquement à pouvoir créer une entreprise, puis la gérer et la développer, et qui ne vont jamais passer le cap de devenir entrepreneur. Mmh. Et il y a des émissions que j'aime regarder dans le cadre de l'entrepreneuriat, entre autres les émissions comme Qui veut être mon associé pour la France, mais aussi les Sharks ou les Dragons. Pareil, c'est des émissions qui sont super intéressantes et qui permettent, je trouve, au grand public de découvrir un petit peu une autre manière de penser, de réfléchir, de comprendre un peu ce qui se passe du côté entrepreneur, comment est-ce qu'on pense les choses. Mais ça, on pourra à la rigueur faire un podcast là-dessus, ça pourra peut-être être intéressant. Mais Mmh. ce qui vraiment ressort, c'est bah, on va collaborer pour les entrepreneurs qui ont déjà de la bouteille, hein, la plupart du temps. On va collaborer, on va adorer investir dans des projets, sauf qu'on n'investira pas dans des projets qui sont portés par des ingénieurs. On ne n'investira pas dans des projets qui sont portés par des personnes privilégiées, qui ont suivi des hautes études et qui s'appuient, en fait, sur leur statut pour créer une entreprise. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu as un financier à la tête d'une entreprise, quand tu as une personne qui est beaucoup plus analytique et orientée ingénierie à la tête d'une entreprise, ou que tu as le fils à papa, la fille à papa qui a eu ses études payées puis qui a fait les plus grandes écoles, etc., qui est à la tête, bah on a énormément de chances en fait que l'entreprise ne fonctionne pas. Qu'en fait il y ait des mauvaises décisions qui soient prises, qu'il y ait des mauvais choix stratégiques qui soient mis en place et qu'il y ait en fait de la résistance en disant bah, en fait, les gens sont cons, ils comprennent pas l'importance de mon produit. Et pourquoi est-ce qu'ils achètent pas? C'est parce qu'ils sont cons. Non, c'est peut-être parce que c'est toi qui l'es. C'est pas que tu manques d'intelligence, c'est parce que tu en as trop. Et en fait, tu réfléchis pas de la bonne façon, mais parce qu'on t'a pas appris non plus à réfléchir de cette façon-là. Et tu vois, ça fait vraiment écho là-dessus. Donc, mis à part ça, on se recentre, on peut aller plus profondément. En fait, par rapport à ce qu'on te donne ici dans ce podcast, Aristote, il parle de quelque chose qui s'appelle la phronésis. La phronésis, c'est la sagesse pratique. Et il dit quelque chose qui va, en fait, être hyper important. La phronésis ne peut pas s'apprendre académiquement. En fait, le seul moyen d'apprendre, c'est par l'expérience. Et en plus, par la réflexion qu'on aura sur l'expérience. Pour citer Aristote, il disait ceci. Bien que les jeunes puissent être experts en géométrie et en mathématiques, nous ne considérons pas qu'un jeune peut avoir la phronésis. Pourquoi? Parce que la phronésis inclut une connaissance des particularités de l'expérience, et ça ne peut venir que de l'expérience. Alors ça veut dire quoi? Bah ça veut dire en fait qu'un jeune de 16 ans, même s'il a un QI de 160, même s'il peut faire du calcul intégral dans sa tête, il ne peut pas avoir
la sagesse. La sagesse vient du temps, de l'observation, de faire des erreurs et d'en tirer les leçons, de regarder les autres et d'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Le système éducatif, d'ailleurs qu'on ne devrait même pas appeler éducatif parce que l'éducation, c'est les parents qui la donnent et c'est le système d'instruction qu'on devrait appeler ça. Mais c'est un autre problème. Le système d'instruction moderne, c'est une machine à créer des gens analytiquement brillants, mais pratiquement naïfs et incapables. Ouais. C'est drôle ce que tu me racontes là par rapport au système éducatif et le nom que tu as donné. Mais ça me Mmh. refait penser. Je pense que, bah, effectivement, si on l'appelle le système éducatif, c'est pas anodin. Les mots sont l'utilisation des mots n'est pas anodin. Et ça me rappelle une ministre ou une personne qui était au gouvernement une fois qui avait dit à la télévision en France, hein, qui avait dit Mmh. les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. Donc en fait, au final, est-ce que le système éducatif n'est pas juste une manière, quelque part, pour l'État d'avoir le Mmh. contrôle sur l'éducation des enfants, bah, pour les formater à leur image, en tout cas comme ils le souhaitent. Je ne Peut sais pas. C'est une question que peut je pose. peut-être Peut-être, mais si l'État veut effectivement être, dépositaire de l'éducation des enfants dans un pays, dans ce cas-là, qu'il fasse mieux son boulot. Ouais. Parce que c'est le Et rôle des parents, en fait, c'est le rôle ouais, des proches, c'est le rôle des adultes qui entourent les enfants, de leur apprendre les bonnes manières, de leur apprendre à être poli, de leur apprendre à savoir quand prendre la parole, quand poser des questions, quand s'affirmer, quand, demander à être respecté parce que c'est aussi important. Mais l'école, elle est pas faite pour ça. L'école, elle est faite pour apprendre des matières, à acquérir des connaissances qui vont ensuite pouvoir être utilisées dans le monde de la vie de tous les jours, même s'il y a plein de trucs qu'on apprend à l'école qu'on n'utilisera jamais. Mais c'est pas la même chose. ouais, Tu tu as une éducation par ta famille, par tes parents, par tes proches, par les adultes qui t'entourent. Et quand on voit certains jeunes aujourd'hui qui manquent cruellement d'éducation, on peut pas taper sur l'école pour dire: «Ouais, mais l'école, elle fait pas son boulot». Bah, en fait, c'est toi à la maison qui a pas fait ton boulot en tant que parent. C'est toi à la maison qui a pas pris soin de tes enfants comme tu es censé le faire, parce qu'avoir des enfants, c'est une responsabilité. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est accessible à tout le monde. Je dis juste qu'on peut pas remettre, en fait, la responsabilité d'un manque d'éducation, auprès, bah, des ados, des enfants. Ça tient, en mmh, fait, c'est le côté des parents. Parce c'est que ça. si tu rentres le soir et on va se recentrer, mais si tu rentres le soir et que tu passes pas de temps avec tes enfants, tu leur poses pas de questions, tu leur demandes pas comment leur journée s'est passée, que tu leur demandes juste: «OK, bah, tu mangé, t'as fait tes devoirs, OK, parfait, bah, va te coucher» et en fait, tu aucun lien avec tes enfants. Tu tu les recadres pas, tu leur expliques pas comment faire les choses, tu les aides pas à réfléchir différemment. Bah, un enfant, ça s'éduque tout seul s'il a pas d'éducation de l'extérieur. Et en général, c'est pas bon et puis à l'ère d'aujourd'hui, l'éducation, elle vient de TikTok et d'Instagram et de YouTube et de tout ce que tu veux. Quand tu vois ce qui traîne dessus, je suis pas sûr que ce soit le meilleur cadre. Mais bref, c'est pas le sujet Ouais, du jour. ouais, exactement. Et ben, après c'est ça, hein, mais après je me ressente, mais c'est la dernière question que je pose. Enfin, le dernier élément que j'amène, c'est que si l'État veut être Mmh mh. dépositaire de l'éducation des enfants, que les enfants leur appartiennent et pas aux parents, bah, dans ces conditions, faut pas non plus taper sur les parents quand ils font de la merde. Exactement. Donc Soit il y a une, charge partagée et c'est OK, exactement, ouais. soit, il y a pas et tu vois, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, parce qu'il y avait une émission que j'avais regardée, mais ça remonte, hein, donc je saurais même plus te dire, le nom de cette émission, mais j'avais trouvé ça génial parce que ça parlait d'un village, alors je sais plus dans quelle région du monde, je ne me souviens pas, mais où en fait, les enfants qui naissaient dans le village appartenaient au village. Oui, Alors pas dans le sens où c'est: «Ah, c'est mon enfant, tu me le laisses» et cetera, mais c'est plus la la répartition de la responsabilité d'éduquer l'enfant qui revenait à l'ensemble du village. ouais, Quelqu'un qui voit l'enfant qui fait quelque chose qu'il fallait pas, OK, on va aller lui expliquer, on va réprimander si nécessaire, mais il y aura pas de: «Bah, moi je suis pas ton père, je suis pas ta mère, tu fais ce que tu veux, tu feras ça avec tes parents». exactement. Ouais, Et je pense que nos sociétés occidentales, modernes, tout ce que tu veux, ça serait peut-être bien qu'on en revienne à ça. Parce que moi, je me souviens quand j'étais gosse, mmh, bah, mes parents m'ont éduqué, ma grand-mère a joué un rôle hyper important dans mon éducation. J'ai eu beaucoup de chance, de l'avoir comme ça à ma disposition et qu'elle s'occupe de moi autant qu'elle s'est occupée de moi.
Mais je me souviens aussi très bien que si j'allais jouer dans le parc autour de là où habitaient mes parents ou ma grand-mère et que je faisais quelque chose qui allait pas, je peux te dire que j'avais la voisine qui venait me souffler dans les bronches pour me dire: ce que tu es en train de faire là, ça marche pas. Tu te comportes pas comme ça. Tu vas faire telle chose, tu vas pas faire ça. Et j'ai pas été traumatisé parce que j'ai eu plusieurs personnes référentes qui étaient autour de moi. Donc si j'avais besoin de quelque chose et que en fait retourner jusque chez ma grand-mère c'était trop loin, je pouvais demander à un autre adulte parce que en fait il y avait un écosystème qui était là et on pouvait s'appuyer dessus. Je mets au défi à un enfant aujourd'hui de pouvoir faire ça demain. Ça va être Mmh. super compliqué. C'est là aussi où je pense que la sagesse, elle a perdu du terrain chez chaque individu, où finalement on se dit: «Bah regarde, mon gamin, je vais lui donner des cours du soir, je vais le faire bosser plus, je vais le faire avoir des super bonnes notes à l'école». Ouais, mais est-ce que tu en fais un adulte qui va être responsable et qui va avoir développé une intelligence pratique pour la suite? Pas sûr. Ouais, ouais et ouais, ce que tu dis là, ça a du sens parce que, bah, moi, c'est pareil, je suis né en Algérie et je peux dire que les voisins, étaient impliqués dans, l'éducation. Si jamais, Mmh. il y avait un gamin qui faisait de la merde ou, il y avait un gamin qui avait fait des tu sais, de grosses bêtises, bah, c'est pas, «Vas-y, je m'en fous, c'est pas mon gosse». Non, c'était tout le monde qui était impliqué dans l'éducation des Ouais. enfants et il y avait ce respect, en tout cas vis-à-vis de l'adulte que, aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a de moins en moins. C'était pareil avec les professeurs. Les professeurs avaient un droit d'éducation. Mmh. Alors, avec ses dérives parfois, faut trouver parfois un juste milieu, mais du coup, il y avait Ouais, ce complètement. respect-là et quand l'enfant faisait de la merde, que le professeur disait: «Ben, ton gosse, il a fait de la merde là et il fait chier tout le monde», ben, Mmh. derrière, il y avait des conséquences. Alors que, Oui, les aujourd'hui parents recadraient, alors ouais, qu'aujourd'hui les parents, disent: «Bah non, centré en nos fait, tu professeurs. peux pas dire Ouais. ça, de mon enfant est une merveille», Enfin, en tout cas, voilà, c'est petite Allez, digression, mais qui reste quand même dans la lignée de ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, là, dans le podcast enfant. En tout ouais, cas, je pense. ouais, je pense aussi. Donc du coup, là, Julien, tu réponds à une des questions que j'allais, te poser. C'est le fait que notre système éducatif qu'on valorise en fait, il est designé pour créer l'opposé de la sagesse au final. Donc Julien, je te repose une question pour nos auditeurs. C'est notre système éducatif qu'aujourd'hui on valorise tellement, est-ce qu'il serait pas designé pour créer l'opposé de la sagesse? Est-ce que au Mmh. final, il n'enseigne pas activement aux jeunes à être brillants dans divers domaines qui en réalité ne vont pas l'aider dans la vraie vie? Et peut-être une dernière question, Julien. Comment est-ce qu'on en est arrivé à valoriser l'analytique au-dessus de tout le reste? Mais tu en as plein des questions, Samir. Ah, mais oui, mais je suis chiant aujourd'hui. Tu es Tu en sais, forme aujourd'hui? je me projette à la place de nos auditeurs et puis je me dis, tiens, peut-être qu'ils poseraient cette question. Bah, ouais, bah, c'est des questions, en fait, qui sont importantes et je pense que ça vient du fait qu'on a cru profondément à un mensonge. Un Mmh. mensonge qui a commencé avec, comme bien souvent, les meilleures intentions du monde, mais qui a détruit une génération d'enfants. Ouais. La vérité, c'est que le mythe du QI mesurable est une arme de classe déguisée. Et on l'a accepté sans question. Ça a commencé en 1905 avec Alfred Binet, psychologue français, qui a créé un test pour identifier les enfants qui ont besoin d'aide supplémentaire en classe. C'était un outil diagnostique. Et Binet disait: ne faites pas ça, n'utilisez pas ce test pour créer une hiérarchie permanente. L'intelligence n'est pas une quantité fixe. Nous ne parlons pas du développement de l'intelligence comme si c'était un élément qu'on ne peut pas augmenter. C'est une vision brutale et pessimiste. On doit la combattre. Sauf que, comme tu t'en doutes, on n'a pas écouté ce qu'il a dit Binet. Et on a fait tout l'inverse. En fait, au lieu d'utiliser le test pour aider les enfants, on l'a utilisé pour les classer. Et le truc, c'est que encore aujourd'hui, beaucoup considèrent que quand tu passes un test de QI et que tu as, je sais pas, 90, on part du principe que de toute façon, même si tu le repasses dans 15 ans ou dans 20 ans, tu auras toujours 90. Et que si tu as eu 160, si tu le repasses encore dans 20 ans, tu seras toujours à 160 parce que il ne bouge pas. Donc cet enfant qui a un QI de 85, il va aller à l'école pour les lents. Et cet enfant qui a un QI de 125, il va aller à l'école pour les doués. Et après, qu'est-ce qui se passe? En fait, les attentes, comme on l'a déjà évoqué dans d'autres podcasts, deviennent des prophéties auto-réalisatrices. En fait, l'enfant qui est dans une école pour les lents commence à croire qu'il est lent. L'enfant qui est dans une école de doués croit qu'il est spécial. Et tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça, Samir? Mmh. C'est que le test mesure en grande partie
le contexte social et économique, pas juste l'intelligence. La nutrition de l'enfance, l'exposition aux livres, la stabilité émotionnelle parentale, l'accès à des ressources éducatives. Quand tu contrôles ces variables, la différence d'intelligence, elle, s'effondre. Ok, donc Julien, tu dis que ce test qui a été créé au départ pour aider les enfants et pour aider aussi à mesurer l'intelligence et pour aider la société, il a été au final utilisé pour diviser. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est à qui bénéficie ce système? À qui profite le crime, Julien? Bah, les élites. J'ai Ouais, pas d'autre comme mot. d'habitude. Ouais. Voilà, c'est brutal, mais c'est vrai. Parce que dès que tu peux dire que ces enfants sont fondamentalement plus intelligents, tu peux justifier pourquoi ils reçoivent plus de ressources. Pourquoi ils vont aux meilleures écoles, pourquoi ils ont des connexions, pourquoi ils deviennent des leaders. Ce qui était auparavant un problème d'inégalité, un manque de ressources, devient en fait un problème de mérite, un manque de capacité. Et soudain, c'est pas la faute du système, ça devient la faute de l'enfant. Et tu vois, ça persiste à travers la vie parce que, en fait, quand on te dit, bah non, désolé, t'es pas assez intelligent pour faire cette étude-là, tu seras pas assez intelligent pour faire ce job-là, au lieu de, ok, bah en fait, désolé, t'as pas eu les ressources éducatives pour développer cette compétence, mais tu sais quoi? On va t'accompagner pour que tu puisses la développer. Et on avait parlé de ça justement dans un précédent podcast. Alors je pense que ça remonte maintenant, cet épisode. Il faudrait remonter plus loin. Mais c'est vraiment ce côté où quand un étudiant, un enfant échoue à l'école, c'est pas censé être l'enfant qui échoue. C'est l'école qui a échoué. C'est l'éducation, qui devrait s'appeler instruction, qui a échoué. Parce que moi, demain, je vais donner une formation dans une entreprise. Et c'est là où on voit deux poids, deux mesures. Moi, demain, je vais dans une entreprise donner une formation. Et quand tu donnes une formation d'entreprise, bah, en fait, les participants vont toujours signer une feuille d'émargement et ils vont signer aussi une feuille avec une note pour donner leur satisfaction à la fin. Si je travaille pour un centre de formation et que le groupe me met une note inférieure à ce qui est attendu, inférieure à la moyenne. Ils n'ont pas été contents, pas satisfaits, les exercices étaient pas bons, l'enseignement était pas bon, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui va se passer pour moi en tant que formateur indépendant? Est-ce que tu penses que je vais être payé? Eh ben la réponse elle est non. Je ne serai pas payé pour le travail que j'ai fait. Et c'est une réalité. Si les clients d'un centre de formation donnent de mauvaises notes à un formateur qui est indépendant, dans ce cas-là, bah, le client ne paiera pas. Parce que il n'aura pas reçu ce qu'il est censé recevoir. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, bah, en fait, tous les apprenants que j'avais dans la salle, moi, en tant que un formateur, j'ai fait ma job, bah, c'est tous des cons. S'ils ont rien compris, c'est pas de ma faute, je dois être payé pareil. Mm. Pourquoi est-ce que ça s'appliquerait à l'école? Parce que c'est des enfants, parce qu'ils peuvent pas se plaindre, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire quoi que ce soit, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer que ça ne fonctionne pas. Moi, je me souviens très bien de mon professeur de mathématiques en troisième, lorsque j'étais de mon troisième, un espèce de connard fini, parce que j'ai pas d'autres mots, qui était misogyne au possible. Salut si tu nous écoutes. Ouais, bah, alors là, je lui fais un grand sourire, puis je pense pas qu'il m'écoute. Mais il était misogyne, il était un petit peu raciste sur les bords, je pense aussi. Ah ouais, ok. Et en fait, je me souviens de ce jour La où totale, quoi. je lui pose une question parce que je ne comprends pas quelque chose. Je garde la main levée pendant 5 minutes, en me disant, bah, il va finir d'expliquer le truc, il va revenir vers moi. Il ne revient pas vers moi. Donc, je prends la parole. Je dis, excusez-moi, monsieur, j'ai une question à vous poser, il y a un truc que j'ai pas compris. Là, il me regarde. Je me dis, bah, ok, il m'écoute. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous venez de dire là, parce que j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Il me regarde, il me dit rien, et il reprend son cours. Genre, je t'ignore. Je te réponds pas. Là, je respire, je le regarde, je dis, monsieur, je vous ai posé une question. Il me regarde, et il reprend son cours. Mhm. Et là, c'est sorti tout seul, et je lui dis, monsieur, est-ce que je dois vous rappeler que si vous touchez votre salaire, c'est parce que mes parents payent l'école? Il m'a regardé, tous dans la salle, ils étaient en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a repris son cours. Et je n'ai jamais eu de réponse. Ok. Mais si j'échoue dans cette matière-là, c'est de ma faute. C'est moi, en tant qu'étudiant, qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est moi le problème. Je pense qu'on marche un petit peu sur la tête. Mais bon, bref. Ok, ouais, clairement. On se recentre. Donc, le truc, c'est que tu vois toutes ces expériences-là. Le problème, c'est qu'elles peuvent te suivre dans ta vie. On crée une obsession avec la mesure des tests standardisés de QI.
La mesure, elle crée une illusion d'objectivité. Si tu peux le mesurer, si ça te semble scientifique, si ça te semble neutre, c'est bien, sauf que ça l'est pas du tout. Et pendant qu'on mesure l'analytique avec vraiment une règle au micron près, on ignore complètement les choses qui vont faire que les gens vont avoir une vie qui va être épanouie. Comment tu traites les gens, ton intégrité quand personne ne te regarde, ta capacité à changer d'avis quand t'as tort, ton humilité, ta compassion, ton courage d'admettre que tu ne sais pas, aucune de ces choses ne sont vraiment mesurables. Donc comme c'est pas mesurable, tu sais quoi? On les ignore. Et le résultat au final, on va créer un système de récompense qui va récompenser les gens analytiquement brillants, mais psychologiquement brisés. Des gens qui peuvent tout calculer, sauf comment vivre dignement. Je donne ici quelques petits exemples de personnes que tu connais peut-être, toi qui nous écoutes. Kenneth Lay et Andrew Fastow, qui sont deux diplômés brillants, qui peuvent comprendre les finances complexes, mais qui ne font preuve d'aucune moralité de base. Jeffrey Epstein, il est hyper intelligent, et pourtant il est fondamentalement mauvais. On ne crée pas des sages, on crée des monstres du calcul. Du coup, Julien, on vient de diagnostiquer le problème. On a vu que on valorise l'intelligence analytique et qu'on ignore la sagesse et que malheureusement, en fait, ça a des effets néfastes sur la société. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si jusqu'à aujourd'hui, on a mis la sagesse de côté, comment on fait pour la réintégrer dans notre quotidien? Alors Julien, on va résumer avant de passer aux solutions. La question qu'on a posée au début, c'est comment est-ce que Mathieu, un génie avec un QI de 160, pouvait être incapable de garder une relation ou un job? Parce qu'en fait, l'intelligence analytique et la sagesse pratique sont deux choses totalement différentes, qui ne sont pas gérées par les mêmes parties du cerveau et qui se développent également de façon totalement différente. L'analytique, tu l'obtiens de l'école, des livres, du système éducatif académique, par exemple. La sagesse, elle, tu vas l'obtenir de la vie, de l'expérience, de la réflexion. Et ici, le truc, c'est que tu peux être une bête en analytique et malheureusement avoir 0 en sagesse. D'accord? Et le système aujourd'hui récompense principalement les gens qui sont des bêtes en analytique, en leur disant, écoute, toi, tu es intelligent et les autres ne le sont pas. Mais on a donné des exemples. Julien, tu as donné l'exemple de ton client. Moi, j'ai donné l'exemple de la personne avec qui je travaillais. Super intelligent, capacité d'analyse, mais plus. Et pourtant, c'était très difficile pour ces personnes-là de pouvoir faire des choses qui pourraient paraître comme basiques, créer des relations avec les autres, s'entendre avec les autres, avoir la capacité de mesurer les conséquences de leurs actes. Ça, ils savent pas faire. Et moi, ça, Julien, j'en ai rencontré beaucoup. Ma femme travaille dans le milieu académique. J'ai à certains moments rencontré des personnes qui ont des doctorats, qui sont connus en fait pour dans leur domaine d'expertise. C'est des gens qui sont brillants, c'est des gens qui sont intelligents. Mais Julien, je t'assure, et c'est pas dénigrant ce que je suis en train de dire, mais quand tu parles avec eux, c'est vide. En fait, mis en dehors de leur domaine d'expertise, il y a rien. C'est très compliqué de discuter avec eux. Et même la nuance, cette compétence, même la nuance, elle n'existe pas en fait dans leur monde en fait. Cette capacité à nuancer, cette capacité de voir les zones de gris, tu vois, de penser en dehors de la boîte. Dès que tu leur poses une question qui sort de cette boîte-là, ça bug en fait. Ils te regardent, tu sais, un petit peu avec une crampe là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Ouais, il y a un monde en dehors de ce que vous connaissez en fait. Ouais. Et tu vois, ça peut être très handicapant, ça. On a beau leur dire, t'es intelligent, t'es le meilleur, tu vas avoir les meilleurs postes en société, tu fais partie de l'élite, mais dans les faits, ça marche pas. Ces personnes-là savent comment construire des arguments qui gagnent, un peu comme les politiques au final. Ils ont des compétences en rhétorique qui sont extraordinaires, ils savent comment gagner un débat, mais au final, ils savent pas comment construire des solutions viables et concrètes. Merci Samir pour ça. Et du coup, voilà, tu connais le pourquoi. Alors, ça lève une question qui change comment on pense. En fait, si la sagesse était oubliée par la modernité, est-ce qu'elle était vraiment présente avant? Et la réponse, oui, parce que les anciens, ils savaient quelque chose qu'on a perdu. Ils avaient même des outils pour l'enseigner. Du coup, on peut parler
des anciens. D'ailleurs, comme j'ai pu, il me semble, le mentionner au début du podcast, on avait déjà fait un podcast sur la différence entre sagesse et intelligence. Et justement, il y avait beaucoup de choses qui nous revenaient d'Aristote, de Platon, etc. Aristote, les stoïciens et les sages traditionnels, ils parlaient pas de QI. À cette époque-là, on ne connaissait pas cette chose-là. D'accord? Ils parlaient principalement de sagesse, de vertu ou même de daimonia. D'accord? La vie bien vécue, si on pouvait résumer ça. Moi, ce qui me bloque, c'est qu'ils avaient des outils, pas juste de la philosophie, ils avaient des techniques réelles que tu peux utiliser dans le monde réel, que tu peux pratiquer. On peut parler de Aaron Beck, d'accord, le créateur de la thérapie cognitive comportementale, une méthode de psychothérapie qui est la plus utilisée dans le monde, d'accord. Il dit explicitement qu'il a tiré ses leçons et sa pratique des stoïciens. Ouais, et c'est ça qui est super intéressant parce que ça veut dire que pendant que la psychologie moderne se félicitait d'avoir découvert les fondations de la santé mentale, en fait, elle réinventait juste la sagesse antique. Et là-dessus, ce que j'aimerais repréciser, on l'avait dit dans un précédent podcast, c'est que la psychologie n'est pas l'étude du mental, n'est pas l'étude de notre cerveau. Psychologie, ça signifie l'étude de l'âme. C'est pour ça qu'on Mmh. appelle ça aussi une science molle, c'est que c'est l'étude de l'âme. Et en fait, c'est de la philosophie qui a été orientée sur le soin de la personne, la prise en charge de la personne. Mais à la base, la psychologie, c'est de la philo. Alors, là-dessus, si on reprend Épictète, par exemple, philosophe stoïcien qui dit autour de 100 avant Jésus-Christ, ce qui me perturbe, ce n'est pas les choses, mais c'est mon jugement sur les choses. Et ça, c'est hyper important. Peut-être que toi, ça te semble familier. Et en fait, ça vient directement, du coup, des thérapies cognitives et comportementales. Aaron Beck l'a pris directement. Et si on parle d'un outil stoïcien, on peut ici nommer la dichotomie du contrôle. Ça marche très facilement. En fait, tu listes sur le papier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend absolument pas de toi. Ce qui dépend de toi, tes efforts, tes attitudes, tes valeurs, comment tu réponds aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, ton apparence physique, ce que les gens pensent, les événements externes, l'économie, la santé des autres, etc. Et quand tu commences en fait à te focus sur ce qui dépend de toi et à lâcher ce qui est hors de ton contrôle, il y a un truc hyper intéressant qui se passe, c'est que ton anxiété, elle chute drastiquement. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de gaspiller ton énergie mentale à contrôler l'incontrôlable. C'est pas de la pensée positive, attention. Et là, on te ramène au précédent podcast, je pense que c'est pas le dernier, mais c'est celui d'avant, où on a refait le point entre psychologie positive et pensée positive. C'est plutôt de l'efficacité mentale. D'ailleurs, il y a une étude hyper récente de 2021 qui a testé ça. On prend deux groupes. L'un apprend la pensée positive. L'autre apprend la dichotomie du contrôle. Le groupe pensée positive. En fait, on n'observe pas beaucoup de changements. Ils essaient juste d'ignorer les pensées négatives et objectivement, ça marche pas. Le groupe de dichotomie, on observe une réduction de 40% de rumination. Parce qu'en fait, ils essayent pas de changer leurs pensées. Ils changent ce sur quoi ils mettent leur focus. Et c'est une autre intelligence que l'analytique. C'est l'intelligence de savoir où mettre son attention. Et ça, c'est hyper important. Il y a certains éléments qui nous viennent aussi du stoïcisme, dont un qui est hyper intéressant, c'est le préméditatio malorum. Ça veut dire Mmh. quoi? Ça veut dire que il faut prévoir que le pire va se produire. On sait qu'il y a des problèmes qui vont se mettre en chemin. Et l'idée, c'est de faire une visualisation négative. Alors je sais, ça semble bizarre, mais voilà comment ça marche. Pendant quelques instants, tu vas imaginer le pire scénario, dans les détails. Et tu navigues mentalement comment tu vas le gérer, comment tu vas traiter tous les problèmes. Et par exemple, t'imagines que tu perds ton job demain. Comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu trouves un nouvel emploi? Qu'est-ce que tu apprends sur toi-même? Et puis tu vas réaliser en fait que même dans le pire des cas, tu vas pouvoir gérer. Et soudainement, à ce moment-là, ton anxiété va descendre. Parce que tu as arrêté d'éviter la peur, tu l'as traversée mentalement et tu as découvert en fait que tu étais capable. Et là-dessus, je peux peut-être faire référence à un super protocole que moi je trouve génial,
qui s'inspire du fonctionnement de Walt Disney, qui est le protocole de Disney. Le protocole de Disney, il est génial pour ça, et en fait, c'est une modélisation de comment Walt Disney faisait face aux déconvenus et comment est-ce qu'il a réussi à bâtir cet empire et à faire vivre sa vision. Eh bien, il faisait exactement la même chose. Il prenait son idée, il la projetait dans la meilleure version possible, là où tout se passait bien, là où il n'y avait pas de frein. Il faisait ensuite tout l'inverse. Il allait visiter l'enfer le plus profond et il allait voir comment tout pouvait foirer et comment tout pouvait devenir catastrophique. Et une fois qu'il avait fait ça, il prenait du recul et là, il posait concrètement les choses. Qu'est-ce que je fais si ça se produit? Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Est-ce que ça peut vraiment se produire ou c'est juste mon imaginaire? Et le résultat, on le connaît, c'est tout ce que Walt Disney a réussi à développer, à mettre en place, à créer et tout l'héritage qu'il a mis en œuvre. Les psychologues modernes appellent ça l'exposure thérapie. Donc c'est la thérapie d'exposition. Les stoïciens le faisaient depuis bien longtemps. Et en fait, si on regarde bien, il n'y a pas eu de progrès en 2000 ans. Il y a eu seulement des meilleurs acronymes latins qui ont été associés à cette philosophie. Donc, le truc, c'est que il y a la sagesse pratique d'Aristote, ce qu'on appelle la phronésis. Ça, c'est plus difficile. Parce que c'est pas juste un petit hack que tu peux faire en 5 minutes. En fait, c'est un développement qui est lent, qui est délibéré. C'est-à-dire que tu le fais par choix, par expérience et par réflexion. Maintenant, ce que fait Aristote, c'est qu'il nous donne de la guidance. Cultiver la sagesse en cherchant à exercer ce qu'on appelle les vertus. Le courage, l'honnêteté, la tempérance, la justice. Et le truc, c'est que plus tu pratiques encore et encore, plus en fait tu fais ce choix vertueux, plus ça devient naturel. C'est comme jouer à la guitare. Au début, tu dois penser où est-ce que tu dois placer tes doigts, la vitesse à laquelle tu dois bouger, quelle corde tu dois faire vibrer, etc. Tu dois te concentrer sur chaque note. Mais après 500 heures, 1000 heures, 2000 heures de pratique, t'as plus besoin d'y penser. Parce que tes doigts, à ce moment-là, savent exactement ce qu'ils doivent faire. T'as plus besoin de réfléchir. Ça devient incarné. Les vertus, c'est exactement la même chose. Tu pratiques jusqu'à ce que le choix le plus sage devienne automatique. Et peut-être un petit point ici, la sophrologie caïcédienne, c'est une des disciplines qu'on enseigne à l'Institut. Et pour moi, ça a été une des disciplines qui m'a permis de changer énormément de choses dans ma vie. Lorsque je l'ai apprise, mon professeur, ou plus exactement mes professeurs, parce que j'en ai eu plusieurs, ne m'ont jamais vraiment mené sur la voie du stoïcisme, mais c'est par mes propres recherches et par ma compréhension de la méthode qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la sophrologie, il y a du stoïque. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, l'application concrète de cette philosophie de vie a permis d'amener des changements, mais la manière dont tu me vois aujourd'hui, la manière dont je parle aujourd'hui, si on remonte 20 ans en arrière, c'était pas du tout la même chose. Alors bien sûr, il y a la vie qui fait que, il y a les expériences, il y a les apprentissages, il y a la sagesse qu'on gagne avec les années, bien évidemment. Quoique, il y en a certains qui ont l'air de passer à travers la passoire. Mais il y a des choses, bien sûr, qu'on va gagner. Mais la sophrologie, pour ne citer que cette méthode-là, apporte justement cet élément-là. Et on a volontairement placé dans le parcours de formation à l'Institut, dans la formation de coaching, dans la formation en PNL, on a placé volontairement ces outils qui sont tirés directement du stoïcisme, parce qu'en fait, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent apporter des résultats juste incroyables. Fait que le truc ici, c'est que tu développes la sagesse pratique, non pas parce que tu vas étudier dans les bouquins, mais parce qu'en fait, tu vas l'incarner, tu vas la mettre en œuvre dans la vie réelle avec une intention profonde d'apprendre et de l'intégrer. C'est pour ça que les gens avec beaucoup d'expérience sont souvent plus sages. Pas parce qu'ils sont nés plus intelligents, mais parce qu'ils ont pratiqué. Ils ont mis en œuvre les éléments que je viens de te partager. Totalement, Julien, mais peut-être que ce serait sympa d'être honnête par rapport à ça. C'est que ça sonne idéaliste. Comment est-ce que tu peux cultiver la sagesse dans un monde où, malheureusement, tout est rapide, tout est mesuré, tout veut une réponse là, maintenant, tout de suite? Les stoïciens, ils avaient du temps. Ils pouvaient s'asseoir et réfléchir. Aujourd'hui, on a WhatsApp, Signal,
même parfois Telegram, où on reçoit des centaines de messages par jour. Parfois, on a même des deadlines qui sont à terminer dans la journée. Et du coup, on fait comment pour appliquer ça dans la vraie vie? Bah, c'est vrai, Samir, c'est une réalité qui est là, faut la prendre en considération et c'est pourquoi aussi la sagesse est devenue aussi rare. Mmh. Mais le truc, c'est que les stoïciens, ils prenaient pas des heures. Épictète recommandait 15 minutes par jour d'introspection. Les stoïciens du matin, si tu veux en devenir un, bah en fait, tu visualises ta journée à venir. C'est quoi les défis qui t'attendent? Comment est-ce que tu veux y répondre? Et quelle vertu tu veux incarner? Pour avoir fait beaucoup de conférences et animé beaucoup d'ateliers en public, il y a un truc que j'ai appris par la pratique et qui s'est avéré être juste par la suite. Pas parce que je suis moins con que la moyenne, je ne le pense pas, je suis probablement parmi les plus cons, mais parce que, en fait, la pratique m'a appris quelque chose. Et ce que la pratique m'a appris, c'est que si tu veux toucher les personnes qui sont présentes lors d'une présentation, d'une conférence, tu dois mettre beaucoup plus de clarté sur quel est l'impact que tu veux avoir sur les gens et la personne que tu veux être une fois que tu montes sur scène. D'avoir de la clarté sur ce que tu veux représenter que de bosser à la virgule près ton discours. Et en fait, ça, bah, tu peux pas l'apprendre dans les bouquins. Tu ne peux l'apprendre que quand tu en feras l'expérience. Quand tu te rendras compte, en fait, que quand tu décides d'être une personne, de l'incarner pleinement et d'avoir un impact spécifique sur les personnes qui sont en face de toi, c'est là où les choses se génèrent. C'est là où les choses s'enclenchent. C'est pas quand tu te dis, ah, bah, j'ai telle technique, j'ai tel outil, j'ai telle rhétorique, donc je vais le faire. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on met en avant, du coup. Alors, je reparle à nouveau de l'Institut ici, pas spécialement pour faire de la pub, mais plus pour remettre le contexte. C'est vraiment de dire ce qu'on fait à l'Institut avec nos étudiants, c'est exactement la même chose. On leur tient toujours le même discours. Et le discours, c'est le suivant. On va vous former au métier de coach. Vous n'allez pas apprendre des techniques tout de suite, ça viendra plus tard. Vous allez d'abord apprendre à incarner ce rôle et à être coach, parce qu'on est coach. On ne fait pas coach, on est EST. D'accord? On est coach du verbe être. Et ça, c'est hyper important. Mais ça, est-ce que tu peux l'apprendre dans les bouquins? Non, parce que la plupart des formations vont t'amener à apprendre de la technique, vont t'amener à apprendre des stratégies, des outils, de la logique. La plupart des bouquins vont te donner des outils pratiques, des protocoles à appliquer. Mais tu as envie d'être technicien ou tu as envie d'être coach? C'est pas la même chose. Est-ce que tu veux appliquer une technique ou est-ce que tu veux être coach pour faire une différence pour tes clients? Et donc du coup, c'est vraiment se dire, OK, tous les matins, je peux prendre 5 minutes, 10 minutes. Tu peux pas dire en toute objectivité et en toute honnêteté intellectuelle et émotionnelle que t'as pas 10 minutes le matin. C'est pas vrai. Si je t'enlève ton téléphone, je peux te dire que tu vas avoir du temps en masse. T'as du temps. C'est juste qu'on ne prend pas, en fait. Et si le matin ça marche pas, fais-le le soir. Réfléchis à ta journée. Est-ce que tu as été la personne que tu voulais aujourd'hui? Ou est-ce que tu pourrais mieux faire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu as appris? Et dans l'idéal, si tu fais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, bah ça va te permettre de créer une pratique de réflexion. Et pas n'importe quelle réflexion. Tu vas développer une méta-réflexion. C'est-à-dire une capacité à réfléchir sur toi-même, sur les choses, sur ce que tu fais, sur ce que tu ressens. Et ça, c'est pas juste un luxe, ça te transforme. Parce que on peut devenir plus intelligent analytiquement. Et c'était les frères Bogdanov qui expliquaient et qui avaient démontré que de toute façon, un test de QI, si tu le loupes une première fois, si tu fais une série d'exercices suffisamment longtemps, la prochaine fois que tu le passes, ton score de QI va exploser. Mmh. Mais cette intelligence plus sage, plus profonde, plus pratique, tu ne peux l'avoir que quand tu deviens plus conscient. Et c'est pas pour rien que on dit très souvent que les étudiants, les étudiantes qui deviennent diplômés, qui sortent de l'école, arrivent dans une entreprise et ne savent rien faire. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est parce qu'en fait, ce qu'on leur a appris n'est pas applicable dans la réalité. Ça va leur demander tout un temps d'ajustement, tout un temps de compréhension, tout un temps de vraiment de réapprentissage de choses qu'ils n'ont pas eues à l'école. Donc, le but, c'est de devenir plus conscient, de devenir plus attentif, plus capable de voir les conséquences de nos actions avant qu'on pose ces actions. Et cette sagesse pratique,
bah, ça commence toujours par la même chose, la réflexion ou la méta-réflexion, pour le coup. Ouais, exact. Et tu vois, moi, ça me fait popper une histoire. Quand j'étais dans l'informatique, dans en tout cas l'analyse de données, une fois, je me rappelle d'une stagiaire qui était arrivée dans l'entreprise. Elle était brillante, était très intelligente. Et le truc, c'est que au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, là, quand elle était en train de découvrir un petit peu le système d'information dans l'entreprise, un système d'information qui a été construit sur plusieurs années avec un turnover. Donc forcément, tu sais, quand il y a un fort turnover, bah, tu construis sur ce qui a été construit avant. Et parfois, bah, il y a des incohérences qui arrivent. Mais parfois, ces incohérences sont calculées. C'est-à-dire que ils ont fait avec les limites. On pouvait pas faire autrement, tu vois. Ou ceux qui étaient même avant moi ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont construit avec ce qu'ils avaient. Et en fait, elle est arrivée avec toute la connaissance qu'elle a eue à l'école. Elle venait de sortir de Mmh. master et elle faisait ce stage-là pour valider son master. Et puis elle a commencé à cracher, tu sais, sur tout ce qui était fait dans l'entreprise. Ah bah un tel, je lui ai demandé de m'expliquer telle chose, puis en fait elle sait même pas m'expliquer, puis c'est pas logique, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, je t'assure, Julien, c'était un festival de crachats. En fait, bah, Mmh. c'est pas méchant. Elle pense bien faire. Elle sort de l'école, on lui a appris des choses, on lui a bourré le crâne Tout pendant à des fait. années en lui disant bah Mmh. ça c'est la méthode, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Mais au final, tout ce qu'elle a appris n'était pas applicable en entreprise parce que le contexte qu'il y avait dans l'entreprise, les limitations qu'on avait, ont fait qu'on ne pouvait pas appliquer la connaissance telle qu'elle l'a appris à Mmh. l'école. On était Ouais, obligé parfois soit de faire du rafistolage, soit d'innover ou d'utiliser d'autres méthodes. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Et Ah ouais, c'était drôle complètement. parce que, tu sais, moi, je l'écoutais de façon curieuse, sans jugement, tu vois? Et je pouvais comprendre. Tu sais, je me mets à sa place. Je sais qu'elle vient de sortir de l'école. Je suis moi-même sorti de l'école avec des connaissances et je me suis rendu compte dans la vraie vie qu'en fait c'était pas applicable et pas qu'à l'école. Je me suis rendu compte dans la vraie vie très souvent que ce qu'on nous a appris n'était pas toujours applicable. Mais ce qui est drôle, c'est que plus tard j'ai discuté avec elle et puis bah, quand elle est partie dans d'autres entreprises, elle s'est vite rendue compte que tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais la connaissance Mmh. aussi sans humilité, qui est une part de la sagesse, d'accord? L'humilité fait partie de la sagesse, c'est une composante centrale de la sagesse. Bah, Ouais. malheureusement, elle va t'amener nulle part. Et c'est pour ça que, bah, même dans la politique, en fait, on a des gens qui ont plein de connaissances, qui sont brillants, mais qui ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ont appris, en fait. Parce que ils n'éprouvent pas leur connaissance dans le concret. Mmh. Parce que même parfois, eux-mêmes vivent dans une réalité alternative. C'est comme Mmh. ces politiques qui viennent et qui nous disent que 4 000 € par mois ou 5 000 € par mois, c'était être pauvre. Ouais, bah va dire ça à quelqu'un qui gagne un SMIC ou qui gagne 1 800 € par mois. Que Bah, c'est ça. c'était, Il est enfin, gentil. bah c'est ça. Parce que en fait, tu vis dans une réalité Ouais, puis alternative. oui, et puis si en plus, c'est réfléchis 2 secondes. Si tu penses qu'une personne qui gagne 5 000 € par mois est pauvre et que tu regardes c'est quoi le revenu médian, finalement pour toute une partie de la population, peut-être que là tu vas te dire: «Ah bah, on est peut-être en train de faire de la merde avec nos politiques. On pourrait peut-être, changer des choses». Mais Exactement. non, tu dans un autre monde. Exactement. Bah, c'est ça. Et bah, ça, c'est un manque de sagesse. Et encore une fois, il a pas dit mot pour mot 4 000 €, mais il avait vraiment Mmh. sorti un chiffre, tu sais, qui était aux alentours de 4 000, 5 000. C'est vraiment, c'était un truc comme ça. Et en fait, les gens étaient C'est sidérés, tu vois? Bah, c'est comme quand, alors je ne sais plus qui avait sorti ça, mais quelqu'un qui avait voulu prendre en exemple les assistantes maternelles en Mmh. disant: «Bah, une assistante maternelle, ça gagne, 1 SMIC pour un enfant». Grosso modo, je pense que c'était ça et la personne disait, «Bah, en fait, une assistante maternelle, en général, ça a 3, 4, 5 enfants. Donc en fait, la Ouais, personne, elle a pas à se plaindre parce qu'elle gagne 5 fois le SMIC». ouais. Comme what the fuck? Mmh. Bah, Non, c'est ça. c'est pas ce que tu gagnes pour garder 5 enfants, pour être en charge de 5 enfants, d'avoir la responsabilité de 5 enfants dans le quotidien. C'est Mmh. absolument pas ce que tu gagnes. Redescends, en fait. Va chercher les vrais C'est pour chiffres, ça. va parler aux gens. Ouais. Mais bon. Et peut-être que Julien, j'ai envie juste de refaire un petit condensé de ce qu'on a dit dans un autre podcast où on avait parlé à peu près du même sujet. C'est que Platon nous avait défini 4 piliers de la sagesse. Mmh Le mh. premier, bah, c'est la sagesse, donc le discernement.
le fait Mmh. d'appliquer les meilleures actions possibles, c'est-à-dire que tu te remets en Mmh. question et tu essayes de trouver quelle est la meilleure action possible. Ensuite, Ouais. il parlait de la justice. La justice, c'est le Mmh. fait d'agir avec équité en public et en privé. Donc ça, c'est un pilier, encore une fois, de la sagesse. La fortitude, le troisième pilier, Mmh. qui est le courage d'affronter les dangers avec persévérance. Et puis le dernier, Mmh. c'est la tempérance, qui est le fait de maîtriser ses désirs Se et de mesurer. vivre avec modération. Et puis, je vais ajouter ce pilier central que j'avais dit, c'est l'humilité. L'humilité, c'est Mmh. un des piliers centraux ou même des bases de la sagesse. Et le truc, c'est que si tu as la capacité de faire Mmh. preuve d'intelligence analytique, mais en plus de De combiner développer avec ta ça. sagesse, mais là, t'es un humain cybernétique. Tu dépasses tout. Ouais, complètement et merci pour, tout ça Samir et tu vois, ça me fait penser à cette période qui est quand même assez proche de nous, mais on voit bien qu'elle a été aussi mise de côté parce que, bah, elle pose beaucoup de problèmes. C'est tout cet engouement autour de la start-up qu'on a eu, pendant quelques années et je pense à une start-up en particulier, que je trouvais plutôt chouette parce que, bah, j'étais aussi client à un moment donné et ça s'appelait WeWork et en fait WeWork, c'était un espace de coworking qui était, hyper qualitatif, qui avait des animations, qui avait tout un écosystème qui était hyper intéressant. Sauf que, bah, WeWork a fini par fermer ses portes. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la tête, on avait des personnes qui étaient hyper intelligentes. Mais vraiment, hyper intelligentes, faisaient les calculs, etc. Sauf qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'un projet entrepreneurial, il peut être viable que si il y a des fonds qui rentrent. C'est-à-dire qu'ils sont rentables. WeWork n'a jamais été rentable. Ils ont dépensé des fortunes à investir dans des bâtiments, à faire des travaux de dingue, à faire des aménagements de fous furieux, peinture, déco, art, animation d'atelier, tout ce que tu veux. Ils ont dépensé des fortunes monstrueuses parce qu'ils étaient soutenus par des investisseurs. Le jour où les investisseurs ont arrêté d'injecter de l'argent, le projet s'est terminé. Et en fait, c'est là aussi où tu comprends que tu peux avoir des super idées, tu peux avoir des choses qui, sur le papier, vont être hyper intéressantes, mais quand tu passes à l'action, si t'as pas l'intelligence pratique, ça fonctionnera pas. Et c'est ça aussi que j'aime dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est pour ça aussi que je m'y retrouve beaucoup, c'est que l'entrepreneuriat ne te demande pas d'avoir une intelligence analytique. Elle te demande d'avoir du bon sens. Elle te demande d'avoir de la logique pratique. Qu'est-ce qui va faire du sens, qu'est-ce qui va pas en faire? Qu'est-ce qui va fonctionner de ce qui va pas fonctionner? Et souvent, je me bats entre guillemets sur ce point-là, mais le nombre de fois où je rencontre des futurs entrepreneurs qui sont en mode ah bah là ça fait déjà 10 mois je pense que je suis en train de bosser sur mon plan d'affaires. D'accord, tu viens de perdre 10 mois de ta vie. C'est bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas faire de plan d'affaires? Non. Ça veut juste dire que dans un monde qui va aussi vite qu'il le va aujourd'hui, passer 10 mois sur un plan d'affaires, c'est juste faire un pari et espérer au fond de toi que la décision finale que tu vas prendre sera la bonne, alors qu'elle est basée sur des données qui sont plus valables au moment où tu vas prendre ta décision. Et du coup, c'est vraiment de se dire que oui, l'intelligence analytique, elle est hyper importante. Mais il faut qu'on remette de la sagesse dans tout ça, parce que sinon, on va droit dans le mur, objectivement. Mmh. Ouais. Donc, toi aussi, si tu veux être sage, faut que tu sois capable, bah, en fait, de reconnaître ce qui se passe dans une pièce, socialement, autour de toi. Faut que tu sois capable de voir les conséquences humaines de tes idées qui peuvent être les plus brillantes. Faut que tu sois capable de changer d'avis, c'est hyper important. Faut que tu te sentes à l'aise de pouvoir dire, bah, je sais pas. Et puis, il faut être capable aussi d'écouter avant de parler. Ça, c'est une clé qui est hyper importante pour tout le temps. Donc, si tu développes ces capacités-là, tu auras une véritable intelligence pratique. Et c'est ce qui va te rendre digne aussi de confiance de la part des autres, qui vont reconnaître ça chez toi et qui vont avoir envie de connecter avec toi et d'échanger avec toi. Ouais. Dit avec un peu plus d'impact, quand tu disais, d'être capable d'écouter avant de parler, bah, il faut être capable de fermer sa gueule des fois. Voilà, c'est Exactement. ça. On peut dire ça comme ça. Et oui, oui, et exactement. Et tu sais quoi? Bah, c'est assez amusant que tu dises ça parce que ça m'arrive de dire ferme ta gueule. Pas à la personne qui est en face de moi, mais à moi-même. Parce que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en mode bah oui, mais en fait,
mes connaissances me disent que, mes apprentissages me disent que, bah, des fois, intérieurement, j'écoute des choses, je suis pas forcément d'accord, ça vient me chercher parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est pas logique, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans ce que la personne est en train de dire, mais j'ai appris avec les années à juste fermer ma gueule. Et en fait, des fois, il y a des conversations, je suis là, je suis en retrait, j'écoute la conversation, je participe pas nécessairement très activement, mais des fois, quand je participe pas activement, c'est parce que intérieurement, je suis en mode: «Julien, ferme ta gueule. T'as rien à dire là. T'apporteras rien de bon. On t'a pas demandé ton avis. On t'a pas demandé de préciser quoi que ce soit. On t'a pas demandé de corriger quoi que ce soit. Ça se trouve, t'es en train de te planter. Ferme ta gueule.» Et c'est pas évident, mais voilà, je le partage. Et du coup, Samir, ce que tu viens de dire, bah, ça s'applique aussi à soi-même. Quand il y a besoin, on se le dit. Tais-toi. Exactement. Et ça, c'est de l'humilité, d'apprendre à fermer sa gueule. Et t'inquiète, tu n'es pas le seul à te dire des fois, ta gueule Samir, ou ta gueule Julien. Je me dis des fois, ferme ta gueule Samir. Là, tu es en train de nous pondre de la merde. Voilà. Après, ça arrive, hein, des fois, tu es en train de discuter et puis tu te laisses embarquer dans une discussion sans t'en rendre compte. Encore une fois, c'est pas forcément mauvais, c'est humain. Mais voilà, parfois, moi, ça m'arrive aussi, Julien, de m'arrêter et dire non, mais en fait, de quoi tu es en train de parler là? C'est pas ton domaine, t'es pas sûr, tu es en train de donner ton opinion Mhm. et bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose là, maintenant, tout de suite. Donc voilà, c'est Mais bien de se tais-toi recadrer, donc. n'est-ce pas, Julien? C'est ça, c'est bien de se recadrer. Exactement. Totalement. Donc, du coup, Julien, maintenant, on va parler de quelque chose qui est contre-intuitif et qui va un peu compliquer nos conclusions. On aime bien Mhm. se tirer une balle dans le pied à chaque fois à la fin de nos podcasts, hein. Mais Eh c'est oui, on aussi aime bien l'esprit nuancer, nuancé absolument. de... C'est ça. Les contraires, parfois, il y a de la vérité dans les deux contraires et les contraires nous enrichissent. Et c'est ça qui est important. D'accord? Donc, Julien, depuis tout à l'heure, on parle de la différence entre sagesse et intelligence. On a dit que c'était pas incompatible, mais que aussi être intelligent ne veut pas forcément dire sage. Mais du coup, Mhm. parfois, les personnes intelligentes, c'est pas forcément les plus pires. Parfois aussi, ça Mhm. peut être aussi les plus sages. Pourquoi? Eh ben, en fait, là-dessus, c'est parce que l'intelligence elle-même peut enseigner l'humilité. En fait, si on prend Philip Tetlock, qui est un chercheur en psychologie politique, il a passé 20 ans à étudier comment les experts font des prédictions. Mm. Donc, il a recruté des économistes, des politologues, des militaires, et tous ces gens-là sont considérés comme extrêmement intelligents. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a demandé de prévenir l'avenir dans leurs domaines respectifs. Et le résultat, bah, c'est que les experts étaient moins précis qu'un singe qui lance des fléchettes. Et c'est là qu'en fait, c'est super intéressant. C'est que les experts avec le pédigré le plus haut étaient souvent les pires. D'accord? Ils avaient plus de prix reçus, de prix Nobel, plus de succès, plus d'intelligence, mais ils avaient plus d'erreurs dans leurs prédictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur intelligence rendait ces personnes-là overconfident. Elles étaient vraiment en surconfiance à ce moment-là. Et le truc, c'est que ils gèrent tellement d'informations qu'ils arrivent à tisser tout un narratif cohérent autour de leurs conclusions. Et en fait, ils Mm. deviennent prisonniers de leur propre sophistication à ce moment-là. Et il y avait un groupe qui a fait bien mieux qu'eux. Et ce groupe était significativement, plus précis. Et en fait, c'était des gens qui avaient une forme d'humilité intellectuelle. C'était les gens qui admettaient l'incertitude, qui changeaient d'avis quand l'épreuve changeait, qui restaient humbles face à la complexité. Et en fait, Tetlock les appelle pas les plus intelligents, mais il les appelle les hedgehogs contre les fox. Les hedgehogs, c'est les hérissons et les fox, c'est les renards. Mhm. Les hérissons, c'est en gros l'idée, voilà, l'histoire nous dit ça et ils adhèrent à ça. Les renards, c'est plusieurs petites idées et ils se mettent en mode, on sait pas vraiment, mais on va essayer de comprendre au cas par cas. Et en fait, c'est les renards qui gagnent. Parce qu'ils sont plus intelligents que de penser qu'ils savent déjà. Et c'est ça qui est hyper important parce que tu l'as nommé, Samir, dans les Mm. piliers justement de cette sagesse, qui est l'humilité. Quand la sagesse se combine avec l'intelligence, bah, c'est pas l'intelligence qui diminue. En fait, c'est l'intelligence qui s'accompagne d'humilité. Et quand tu obtiens l'humilité intellectuelle par la réflexion et par l'expérience, bah, en fait, ça peut pas être mesuré par les QI. Ça peut pas être mesuré par ces tests-là. Parce qu'un gars qui a un QI de 110, qui a réfléchi sur 40 ans de vie, va être beaucoup plus sage qu'un gars qui a 160 de QI
et qui n'a jamais douté de sa propre intelligence et de ses propres connaissances. Donc ça veut dire que la sagesse, c'est pas au-delà des gens ordinaires. Elle est disponible à chacun. Et si tu es prêt ou prête à réfléchir, à admettre que tu peux te tromper, bah en fait, ça peut amener beaucoup de choses. Et comme toi, tu peux l'être aussi, Samir, on est tous les deux passionnés par les gens, de manière générale. Mhm. On aime entendre l'histoire des gens, on aime comprendre les gens, on aime comprendre de là où ils viennent, et on s'intéresse pas nécessairement qu'à des personnes qui vont avoir un super pédigré, une super intelligence. Et je sais que pour ma part, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens que d'extérieur, tu pourrais te dire, ouais, ils sont un peu simplets, ils sont un peu simplistes, c'est un peu les bouseux du coin, ils vont, Oh, le ils ont rien à nous jugement. apprendre. Oh, le jugement. Et qu'en Je fait, rigole. mais non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si tu prends le temps de discuter avec ces gens, si tu prends le temps de les découvrir, bah en fait, tu vas te rendre compte qu'ils ont une sagesse bien souvent. Alors, il y en a, ils sont au fond du baril et ils sont au fond du baril. Mais il y en a plein, en fait, où sur le papier, tu te dis, oh là là, ces personnes-là vont rien nous apprendre. Et qu'en vrai, quand tu les écoutes, quand tu discutes, quand tu échanges, quand tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils ont appris, à ce qu'ils ont compris, ils te donnent des leçons de vie, mais tu prends des claques, Ouais. mais des trucs, tu te dis, putain, j'y avais jamais pensé. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais pensé à ce truc-là. Et donc, c'est vraiment pour dire que la sagesse, qui, à notre sens, est beaucoup plus importante que l'intelligence pure, analytique, mathématique, pour bâtir un monde équilibré, les deux sont importants. Mais cette sagesse-là, même si tu as été une quiche toute ta vie en mathématiques, en physique, en chimie, en bio, en ce que tu veux, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu peux apprendre tout un tas de choses. Tu peux développer cette sagesse et ça, c'est accessible à tout le monde. Et tu sais, il y a cette expression, il y a deux choses qui me viennent là. Il y a cette expression qui dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mm. Les enfants savent être sages parce qu'ils ne savent rien. Ils remettent tout en question. Ils ont pas ou peu de certitude. Et ça, c'est un gros plus. On le perd en grandissant. On peut le retravailler, mais on le perd en grandissant. D'autres personnes, et là, je pense particulièrement aux personnes qui vivent avec un handicap. Ça peut être les trisomies, ça peut être d'autres choses, des personnes avec qui on peut communiquer, bien évidemment. Et ben, c'est pas rare que quand on prend le temps d'écouter ces personnes-là, quand on prend le temps de leur poser des questions, les réponses qu'ils nous donnent sont hyper pertinentes, sont tellement évidentes où tu te dis, bah oui, il a raison, bah oui, c'est vrai. Parce qu'on est tellement phagocyté par notre intelligence mathématique que finalement on en oublie d'être intelligent pour le coup. Ouais, exact. D'ailleurs, tu vois, cette intelligence, le monde manque aujourd'hui de sagesse, tu vois. Mhm. Le monde manque de plus. Cruellement. Ouais, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui en société. On est en train de partir droit dans un mur. En tout cas, c'est mon opinion. On va me dire non, t'es pessimiste, etc. Ben non. Je pense peut-être qu'il y a un peu de pessimisme parce qu'il y a aussi des belles choses qui sont en train de se passer, mais Mhm. à l'échelle globale, et cette échelle globale a des conséquences sur nous, en fait, ben ça part pas forcément dans le bon sens. Et on le voit justement, Julien, et, tu sais, je vais faire très court, hein. On peut prendre des choses qui aujourd'hui révolutionnent notre vie. On peut parler de l'intelligence artificielle, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler d'Internet, on peut parler de beaucoup de choses. Donc par exemple, si on prend juste l'exemple des réseaux sociaux, bah, les réseaux sociaux, c'est de l'intelligence. Pour moi, hein, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est le fruit de l'intelligence. Ça a été développé, ça a été développé pour plein de choses. Ça a révolutionné le marketing, ça a révolutionné nos vies au quotidien, etc. Mais par contre, ça a été développé sans considérer les effets négatifs sur le long terme. Pourquoi? Par manque de sagesse. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, si on intégrait la sagesse en politique, dans les différentes, dans la technologie, En notamment sciences aujourd'hui, médicales, en plein ouais, de choses. Mhm. exactement. Là, on peut parler de l'intelligence artificielle. Tout le monde est là à s'extasier et nous-mêmes, on l'utilise, l'intelligence artificielle, d'accord? Ça nous aide pas mal, ça Oh, nous aide à c'est chouette, c'est automatiser très très parfois des chouette. choses. C'est ça. Mhm. Ça nous aide à faciliter notre recherche d'informations à certains moments. Bien sûr, on ne prend pas tout ce que l'intelligence nous dit, on vérifie, mais c'est énorme. Là où avant sur Google, tu pouvais passer une journée complète pour aller chercher des informations, pour aller croiser les informations, etc.
Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle peut te faire gagner du temps. Et ça, c'est parfait. Mais par contre, Mmh. même si on est là à s'extasier, ben, qui sait dans 5 ans le réel impact de Mmh. ce qui est en train de se développer, tu vois? Même On sûrement sait avant, pas. d'ailleurs. Ouais, Même sûrement sûrement avant, avant. ouais. Et pourquoi? Par manque de sagesse. Donc vraiment, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque, la sagesse. Et elle manque notamment parce que on s'adresse beaucoup aux coachs. Bah, toi qui Mmh. nous écoutes, si tu es coach, elle manque notamment dans ta pratique de coach. Il y a tellement Mmh. de coachs qui ont de la connaissance, qui ont du savoir, qui ont été s'intéresser à différentes approches et qui ont enrichi leur pratique du coaching. Mais par contre, Mmh. derrière, zéro adaptabilité. Ils pensent avoir la vérité. Ils pensent que l'être Mmh. humain, il est tout fait pareil, d'accord? Et que ce que je vais appliquer Mmh. avec un tel, bah, ça doit s'appliquer avec un autre. Bah, j'ai déjà fait ça avec un tel et puis il s'en est sorti. Bah, toi, tu dois t'en sortir aussi. Bah, non. Ce que tu es en train de faire, tu fais de la merde, en fait. Parce que tu dois Mmh. t'adapter à l'individu. Et cette adaptabilité, c'est le fruit de la sagesse. Ça, Absolument. malheureusement, ça manque. Donc, bah, avec tout ce qu'on t'a raconté là, en gros, la vraie intelligence, celle qui change les choses, bah, elle va inclure cette humilité, cette capacité de remise en question. L'humilité, c'est je connais des choses, j'en suis conscient, je l'admets, mais par contre aussi, il y a plein de choses que je connais pas. Je peux faire des erreurs, je suis un être humain, je peux tomber dans mes biais. Et donc, Absolument. je dois être capable à chaque fois de me remettre en question. L'humilité, ça vient de la réflexion, ça vient pas de la génétique. Exactement, Samir, merci pour ça. Et donc, du coup, n'importe qui peut développer ça. Et d'ailleurs, je vais revenir sur l'histoire de Mathieu. Tu te souviens, on en a parlé au début, c'est ce fameux docteur en informatique qui s'est fait virer à plusieurs reprises. Bah, on a eu cette conversation qu'on vient de couvrir, là, pendant ce podcast. Oui, il était dévasté au début, ok. Parce qu'en fait, il venait de prendre conscience que son intelligence était potentiellement ce qui avait créé les problèmes dans lesquels il se posait aujourd'hui. Mais le truc que je lui ai expliqué et qu'il a compris, c'est qu'en fait, son intelligence, sa brillance, c'est un vrai cadeau. Lui, il pense que c'est une excuse pour pas développer sa sagesse. Mais le problème, c'est que oui, t'es intelligent, mais il faut aussi que tu fasses cet effort de l'autre côté de développer ces compétences-là. Parce que sinon, bah, ça te coûte super cher. Donc on a discuté de tout ça, on a travaillé sur ça, et en fait, il a commencé à pratiquer ce que je t'expliquais tantôt. Le matin, il prenait quelques minutes pour visualiser les journées qui étaient à venir, ce qu'il avait envie d'être, et donc de choisir d'être plutôt un renard qu'un hérisson, si on reprend l'image de tout à l'heure, et ce qui pouvait réussir parfois à admettre qu'il ne savait pas, plutôt que d'essayer de chercher une explication et d'expliquer, de faire comprendre et d'utiliser les ressources qui étaient disponibles pour créer de la logique. Il a aussi pris le temps de se projeter dans ces moments-là pour se dire, bah, dans quel moment est-ce que je pourrais passer plus de temps à écouter qu'à parler? Et en fait, quelques mois plus tard, il m'a rappelé et il m'a annoncé que, bah, il avait réussi à maintenir sa place dans son nouveau travail et que pour la première fois de sa vie, les gens l'appréciaient à son boulot. Son boss le prenait en compte, le croyait, lui faisait confiance. Ses collègues venaient même lui demander conseil, pardon. Et en fait, il a vraiment dit, bah, je suis peut-être moins productif de façon analytique, mais comme je passe plus de temps à écouter, bah, en fait, toute mon équipe autour, ça va mieux. Et il m'a dit à ce moment-là, bah, c'est comme si j'étais devenu plus sage. Et cette expérience-là, tu vois, c'est venu juste confirmer un peu plus que ce qu'Aristote explique, ce que Platon explique, c'est la sagesse pratique. C'est pas être moins intelligent. C'est plus d'intelligence appliquée à la réalité, correctement. C'est savoir utiliser, en fait, toute ta brillance pour construire plutôt que prouver que t'as raison. Et d'ailleurs, là-dessus, je termine sur ça. On a une question à l'institut qu'on enseigne et qu'on utilise pour nous-mêmes, pour nos clients. Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et ça reprend exactement ce même principe. Ouais. Merci Julien pour ce Je t'en prie. partage. Et cette question effectivement que tu poses, bah, au final, elle est libératrice. Tu dois pas arrêter de penser au final, tu dois juste apprendre à penser Mhm. sagement. Exactement. Donc voilà, si ce qu'on vient de te partager résonne et que tu te reconnais, toi, qui est peut-être vraiment brillant, brillante, analytiquement parlant, mais tu sens que tu manques un peu de sagesse, demain matin, prends 10 minutes.
Avant même d'allumer ton téléphone, de vérifier tes messages, quoi que ce soit. Tu t'assois, tu réfléchis à ta journée. Qu'est-ce que tu as envie d'incarner aujourd'hui? De quelle manière et dans quel domaine tu pourrais faire preuve de plus d'humilité? Et où est-ce que tu pourrais écouter plus avant de parler? Qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui, au-delà de montrer à quel point tu as des connaissances et que tu es intelligent, intelligente? Et tu vas faire la même chose le soir. Tu me prends 10 autres minutes. Tu réfléchis sur comment s'est passée ta journée. Où est-ce que tu as été plutôt renard ou plutôt hérisson? Qu'est-ce que tu en as appris? Et juste ces 15-20 minutes dans ta journée, c'est tout ce qu'il te faut. Et en 3 mois, ton intelligence va changer de forme. Elle va devenir beaucoup plus sage. Donc si ça te parle, tu partages cet épisode. Parce qu'il y a beaucoup de gens brillants qui s'auto-sabotent parce que personne leur a dit que l'intelligence et la sagesse, c'est différent et qu'ils peuvent cultiver justement cette sagesse. Ouais, exact. Alors du coup, Julien, pour revenir à la question qu'on avait posée, pourquoi est-ce qu'on valorise l'intelligence et qu'on ignore la sagesse? Parce que l'intelligence, elle est mesurable, la sagesse ne l'est pas. Et notre société, elle est obsédée par la mesure. Mesurer, ça crée l'illusion d'objectivité. Si tu peux mesurer quelque chose, ça semble scientifique quelque part. Mais la réalité, c'est que tu mesures seulement ce qui est facile à mesurer, pas ce qui est important. Et pendant qu'on mesure l'analytique, les vraies choses, comment tu traites les gens, ton intégrité, ton courage, d'admettre que tu ne sais pas, ça reste invisible. Ça n'est pas récompensé. Donc, on a créé un système qui récompense ce qui est mesurable et qui ignore ce qui compte vraiment. Et le pire, on appelle ça le mérite. Mais c'est juste une discrimination déguisée au final. Donc retiens bien qu'à travers tout ça, l'intelligence analytique et la sagesse pratique sont deux choses différentes. Et de retenir que dans un monde où tout est smart, smartphone, smart home, smart cities, ce qui nous manque le plus, c'est la sagesse. La capacité de savoir pas seulement comment, mais pourquoi et si nous devenons. C'est ça qui te rend humain, pas ta capacité à être analytique, c'est ta capacité à être sage. Dernier point, Julien, c'est que la sagesse, elle peut être cultivée délibérément. Les stoïciens, ils avaient des outils. Aristote, il avait un plan de route. Et tout ce que tu dois faire, c'est 15 minutes par jour de réflexion intentionnelle. Et au plus tu pratiques, au plus tu vas développer ta sagesse sur le long terme. Si je devais donner une métaphore, c'est un peu comme un muscle. Au plus tu vas le pratiquer, au plus ça va être intuitif. C'est pas révolutionnaire, mais par contre, ça va être transformatif. Pour finaliser ce podcast, je vais te parler de l'épisode suivant. On va plonger dans quelque chose qui va encore une fois compléter celui-ci de façon explosive. Julien, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la différence entre compétence et caractère. Parce que le vrai problème, c'est qu'on embauche, on élit, on respecte les gens basés sur leurs compétences. Il est bon en finance, ok, on va le mettre en CIO. Elle est brillante en stratégie, parfait, on la met à la tête du département. Mais on ignore un truc complètement, c'est est-ce que cette personne-là, elle est intègre? Est-ce qu'elle est bonne pour ce poste-là? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Bref, on va mettre un peu les choses au clair sur le sujet et on va se rendre compte que parfois, on met pas toujours les bonnes personnes au bon endroit. Exactement. Merci à toi de nous avoir écoutés parce que sincèrement, le temps qu'on investit pour ce podcast, et parfois, faut pas se cacher, nos podcasts sont quand même assez longs. Donc, c'est un investissement pour toi. Donc, si tu es encore là, ça signifie que ce qu'on raconte, ça a résonné et que tu as apprécié notre travail. Et ça, c'est de l'or en barre pour nous. Absolument. Donc, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine.